Alors de façon discrète tout de même, parce qu'il savait que s'il montrait cela de façon trop évidente, l'opéra pourrait être interdit. En revanche, les symboles sont suffisamment éloquents pour que le public dans la salle, et en particulier les francs-maçons, puissent reconnaître immédiatement qu'il s'agissait là d'un hommage à la franc-maçonnerie, sans aucun doute. Mozart devient franc-maçon à 28 ans. Il se reconnaît immédiatement au milieu des francs-maçons parce que il trouve des amis, un lieu où il peut faire jouer sa musique sans qu'elle soit critiquée, juste pour le plaisir de jouer de la musique. Et l'empereur décide de supprimer ces loges, ou en tout cas de demander à ce que ces loges soient rassemblées en une seule grande loge, à la bienfaisance. Et Mozart fait partie de cette loge-là. Les francs-maçons doivent aussi être discrets, changer de lieu à chacun de leurs rendez-vous. La police est chargée d'ailleurs de surveiller les francs-maçons. Il compose des œuvres uniquement pour les loges. Par exemple, Le Voyage du Compagnon, c'est une petite pièce qu'il écrit, qui fait 2-3 minutes. Il ne pouvait pas exposer dans l'opéra les rites maçonniques, les symboles maçonniques, la façon dont se déroulent les réunions maçonniques. Impossible. Déjà, il a prêté serment, il a juré de ne jamais révéler, comme tous les francs-maçons, les secrets de la franc-maçonnerie. Ça, il l'avait fait. D'abord, le chiffre 3, qui est très important dans le milieu maçonnique, symbolique, représentant la Trinité, est très présent dans la flûte enchantée. Il y a d'abord ce triple accord qui ouvre l'opéra. On a aussi 3 dames dans l'opéra, 3 enfants. Les instruments qui sont mis en avant sont parfois ceux de la franc-maçonnerie. Les instruments à vent, les trompettes. Bien sûr, pour ouvrir l'opéra, on a ces vents qui surgissent et qu'on pouvait entendre dans les réunions maçonniques où la musique était partout. Finalement, l'histoire est liée à la franc-maçonnerie. Tamino, Pamina, qui doivent faire ce parcours initiatique, un peu comme on le ferait dans la franc-maçonnerie. Les 2 personnages, d'ailleurs, doivent passer dans l'opéra plusieurs épreuves, du silence, de l'eau, du feu, qui sont des thèmes maçonniques. Et puis, à la fin de l'opéra, vous avez ce chœur final où résonnent les mots de force, de sagesse, de beauté, qui sont aussi les valeurs cardinales de la franc-maçonnerie. Dans son opéra, il permet à Tamino, mais aussi à Pamina, d'intégrer la franc-maçonnerie, en tout cas de participer à ces épreuves initiatiques. Et ça, c'est assez nouveau pour l'époque, parce qu'à Vienne, il n'y a que les hommes qui intègrent la franc-maçonnerie. C'est ce qui fait de lui aussi un féministe, quand on lit entre les lignes, c'est de donner un rôle important à Pamina, aussi important que celui de Tamino. C'est une époque où les francs-maçons sont quand même menacés. On est en 1791. Quelques années plus tard, les loges vont finalement devenir beaucoup moins puissantes. Et c'est une façon pour eux d'exister finalement.
Il a le requiem à écrire, il a cette commande, et en novembre 1791, donc un mois seulement avant sa mort, il s'arrête. Parce qu'on vient de lui demander, de lui commander une œuvre qui à ses yeux est encore plus intéressante, et c'est une cantate maçonnique. C'est une cantate qu'on lui demande de composer pour qu'elle soit jouée dans le nouveau lieu de réunion de sa loge, pour l'inauguration de ce nouveau lieu. Et Mozart va consacrer plusieurs heures à écrire la musique de cette petite œuvre, et ensuite il reprendra le requiem jusqu'à ses derniers jours. Quand on dit que le Requiem est finalement sa dernière œuvre, c'est sans doute sa dernière œuvre, mais elle n'est pas achevée. Sa dernière œuvre achevée, avant sa mort, c'est cette œuvre maçonnique.